De retour à notre édition exclusive, comme on a dit, le président Abdel Fattah el-Sisi est en visite actuellement à Bruxelles. Deux volets importants pour cette visite, volet bilatéral, ce sont les relations égypto-belges et pour ce volet, Monsieur le Président a eu des entretiens aujourd'hui avec le roi belge, également le Premier ministre et des hommes d'affaires des grandes sociétés comme DEME, comme les responsables du port d'Anvers et également côté multilatéral, le président el-Sisi se trouve actuellement à Bruxelles afin de participer au sommet Union européenne-Union africaine, un sommet qui vient s'ajouter à un plan énorme de développement durable qui a commencé au Caire, première étape en 2000 et maintenant c'est le suivi afin d'établir et de réaliser le plan du développement durable et la vision 2030. Afin de mieux parler de ces deux volets, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Yasmine Abdelaziz, spécialiste en développement durable. Bienvenue à notre programme. Bonjour. Dr Yasmine Abdelaziz, quand on parle de cette visite actuelle du président el-Sisi à Bruxelles, ça s'avère une visite importante puisque les raisons et les objectifs et les résultats de la visite sont multiples et seront également multiples au fur et à mesure du temps. Selon vous, on parle d'abord du timing, comme on dit. C'est le choix de faire la visite maintenant. Selon vous, pourquoi ? L'Égypte est donc d'une part dans une pente ascendante en termes économiques, mais aussi en termes de rayonnement et d'influence politique dans la région africaine. L'Égypte est clairement en train de retrouver son rôle de leader en Afrique, avec des grandes initiatives sur tout le continent. Et l'Égypte se positionne de plus en plus maintenant comme une étape, en fait, un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Et ce qui explique la visite du président el-Sisi à Bruxelles pour montrer l'importance et du rôle de l'Égypte dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. C'est très encourageant de voir qu'il fait le déplacement, qu'il a bien conscience de l'importance de nourrir ces relations multilatérales entre l'Union africaine et l'Union européenne et de prendre entièrement la mesure du rôle que l'Égypte peut jouer dans cette configuration. Alors, ce sommet porte également comme slogan où est intitulé « Afrique-Europe, une vision commune pour 2030 ». L'Égypte, bien sûr, possède sa vision de 2030 pour réaliser le développement durable, basé bien sûr sur les objectifs de l'Union européenne, de l'ONU, les Nations Unies, qui ont été publiés il y a quelques années. Et c'est un plan ambitieux de l'Égypte. Mais également, l'Égypte possède des demandes qui seront également présents par la voix du président Abdel Fattah el-Sisi au nom de l'Afrique au cours de ce sommet. Selon vous, quelles seront ces demandes ? Nous avons appris que l'Union européenne, par exemple, vient de décider l'allocation de 150 milliards d'euros d'investissements à faire en Europe pour le développement de l'Afrique. Donc cet argent devrait servir à soutenir le secteur privé et devrait aller en priorité dans des secteurs critiques pour l'avenir du continent et évidemment de l'Égypte aussi, comme par exemple les énergies renouvelables, la création d'emplois durables et l'éducation, etc. Donc je pense que peut-être le président el-Sisi a son agenda pendant cette visite de discuter des modalités de mise en œuvre d'une telle décision et qu'il va tenter d'influencer la finalisation de cet argent de telle sorte que l'Égypte et que l'Afrique, le continent africain, puissent en bénéficier également. Également, parmi les points les plus importants au cours de ce sommet et qui seront sur la table de négociation, c'est le transfert des expertises de la nouvelle technologie vers l'Afrique. Puisque l'Afrique est un marché énorme et possède la main-d'œuvre
qui peut, avec la formation, être main-d'œuvre qualifiée à la hauteur. Ce qui manque à l'Afrique pour que ce continent soit parmi les grands continents industrialisés, c'est le transfert de la technologie. Toujours des promesses, mais sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Alors là, je voudrais citer plus précisément l'Égypte, qui s'est très activement engagée sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, je voudrais citer la Pharmacity, qui est dans les périphéries du Caire. C'est une plateforme d'industrie pharmaceutique qui a le potentiel de produire soit des médicaments génériques, soit des médicaments propres pour servir le marché africain. Donc l'Égypte s'est équipée de la technologie pour remplir ce rôle-là. Il y a d'autres domaines où l'Égypte joue déjà ce rôle, comme par exemple les énergies renouvelables, avec l'expérience acquise autour du parc solaire de Benban, qui est un des plus grands parcs solaires au monde. Aujourd'hui, grâce à l'expérience que l'Égypte a acquise à Benban, les spécialistes, les entreprises égyptiennes sont appelées de partout en Afrique pour créer des programmes d'énergie solaire, d'énergie éolienne, etc. Donc on observe déjà que l'Égypte a un niveau technologique et d'expertise qui peut servir le reste du continent, et on constate que cette relation-là est de plus en plus forte, même en termes académiques. Nous voyons aussi fleurir de plus en plus d'universités étrangères en Égypte pour former les jeunes Égyptiens et pour offrir non seulement aux jeunes Égyptiens, mais aussi aux jeunes Africains la possibilité de se former sans avoir besoin d'aller jusqu'en Europe. Vous voyez, donc on constate une localisation autour de l'Égypte. L'Égypte devient un hub, un vrai hub pour économique, académique, technologique pour le reste de l'Afrique. C'est très encourageant. Oui, vous avez raison, et on peut également dire qu'un des grands preuves sur le terrain, c'est que l'Égypte, en novembre 2022, va accueillir la COP 27. C'est le sommet le plus grand qui parle du réchauffement climatique, de l'environnement, tout ce qui concerne notre planète. Et l'Égypte a été choisie afin d'accueillir ce sommet parrainé par l'ONU, ce qui vient couronner les efforts de l'Égypte dans ce domaine de développement durable. Absolument. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on évoque la COP27, on parle souvent des infrastructures, de la capacité d'accueillir une telle conférence, qui est évidemment un défi, parce qu'on ne mesure pas l'ampleur d'une telle conférence, la quantité de gens qui vont venir de l'étranger pour y assister. Donc évidemment, il faut avoir les infrastructures nécessaires pour accueillir tout ce public dans des conditions de sécurité sanitaire de très haut niveau. Donc on peut saluer la capacité de l'Égypte à ce niveau-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que accueillir la COP27, ce n'est pas seulement des hôtels et des restaurants, c'est aussi une mobilisation politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour le climat, c'est de traduire les engagements des pays en résultats. Et pour les résultats, ça veut dire qu'il faut mobiliser des moyens pour y arriver. Si nous voulons arriver à l'objectif qui s'appelle 1,5 degré Celsius, il faut mobiliser les moyens financiers et les mettre à disposition des pays pour que cet objectif soit atteint. L'enjeu de l'Égypte va justement être de convaincre les pays participants à consacrer les ressources nécessaires. C'est-à-dire que l'enjeu de la COP27 et le vrai défi de l'Égypte va être d'arriver à un accord financier pour réaliser les objectifs du réchauffement climatique. Oui, c'est vrai que également sur le terrain, l'Égypte actuellement prête attention à tout ce qui concerne
la protection de l'environnement, puisque deux éléments importants sur le plan de la vision de l'Égypte 2030, c'est l'économie verte et les nouvelles villes qu'on nomme de 4e génération. Parlez-moi un peu de ces deux éléments. Ça veut dire que le monde occidental a accueilli ces concepts il y a longtemps. L'Égypte essaye, avec plein de défis, de réaliser ces éléments sur le terrain. Comment on a pu avancer avec ces deux concepts? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement durable, les énergies propres, la protection de l'environnement, ce ne sont pas des artifices ou des accessoires. C'est-à-dire que le développement qui ne tient pas compte de ces éléments, je peux aussi citer par exemple les conditions de travail, les bonnes conditions de travail, l'accès des femmes au travail. Tous ces éléments sont nécessaires à ce que le développement que l'on constate ne nuisent pas aux générations futures. Voyez, c'est-à-dire que les leçons qu'on a apprises du développement industriel de l'Europe au début du siècle dernier, c'est qu'il a nui. Les générations précédentes nous ont transmis un monde pollué. Et la Terre entière ne supporte plus ces niveaux de pollution. Donc aujourd'hui, les pays en voie de développement ont la possibilité de tirer les leçons de l'expérience occidentale, européenne ou américaine, en basant son développement sur des principes de développement durable. Ce sont les principes en fait de l'ONU, les 17 objectifs de développement durable, parmi lesquels il y a l'accès à une énergie propre, la protection des fonds marins, des sources aquatiques, le respect des droits des femmes. Je ne vais pas les citer tous parce que ça serait fastidieux, mais vous voyez, il faut tenir compte de tous ces éléments pour que le développement durable ne nuise pas aux générations futures, mais au contraire leur soit bénéfique. Et l'Égypte a la chance d'être dans cette situation-là et de pouvoir maintenant tenir compte de ces objectifs et de ces critères pour son propre développement. Oui. Également, l'Égypte peut être fière de son expérience au cours de ce sommet Europe-Afrique, puisque également parmi les pistes qui ont été également consultées et préparées par l'Égypte, on peut citer également l'autonomisation de la femme, puisque le président Fattah el-Sisi et également le gouvernement égyptien prêtent attention à la femme égyptienne, à ses droits, aux qualités de vie également pour les Égyptiens en général et la femme en particulier, et également la digitalisation numérique, le monde numérique, le e-gouvernement, e-commerce et tout. L'Égypte également a avancé avec des pas très rapides sur ce chemin. Absolument. Je vais revenir un instant sur la question de l'autonomisation des femmes. Il y a une nouvelle qui est passée un petit peu inaperçue, mais qui est d'une importance capitale par rapport à l'autonomisation des femmes, qui passe par leur accès au travail. C'est-à-dire qu'une femme est autonome quand elle a ses propres revenus, quand elle peut se libérer de l'emprise de son père ou de son époux parce qu'elle est indépendante financièrement. C'est l'obligation pour les entreprises de plus, je crois, de 100 employés, de créer des structures d'accueil pour les enfants sur le lieu du travail. Ça a l'air d'être une mesure, encore une fois, comme un maquillage cosmétique, mais en fait, la raison principale pour laquelle les jeunes femmes égyptiennes qui sont éduquées, formées, prêtes à travailler et actuellement employées, quittent leur emploi après avoir eu des enfants, c'est parce qu'elles ne savent pas quoi faire des enfants à la maison. Et qu'entre payer une crèche ou une garde à la maison et aller travailler pour payer cette garde, ça ne fait pas sens. Donc l'Égypte a mis en œuvre une mesure prônée par toutes les organisations internationales pour servir l'autonomisation des femmes qui semble très accessoire, mais en fait qui est fondamentale. Et on va voir que cette mesure-là va permettre aux femmes de rester dans
le marché du travail. Donc là aussi, je salue les initiatives de l'Égypte pour l'autonomisation des femmes. Et pour le e-gouvernement, pour tout ce qui est numérique, également, ce n'est pas uniquement d'adapter la nouvelle technologie, mais également d'avoir une transparence, une administration bien gouvernée et également d'avoir une inclusion, si vous voulez, de tout le monde dans un seul système, sans avoir des systèmes en parallèle. Ce qu'on avait avant, par exemple, il y avait le système économique commercial connu et en parallèle, il y avait un autre système clandestin qui n'est pas connu, avec un taux, avec un bilan pas connu. Maintenant, il existe un réseau qui regroupe tous les Égyptiens sous un seul parapluie. Évidemment, bien sûr, et vous pointez du doigt une question extrêmement importante qui va aussi dans le sens des objectifs de développement durable, notamment la lutte contre la corruption. Quand les opérations administratives sont digitalisées, évidemment, c'est difficile de corrompre une plateforme Internet avec un billet de 5 livres ou de 10 livres pour faciliter le... Donc bien sûr, ça sert aussi la transparence des processus. Sur cette question, il faut néanmoins faire attention que la digitalisation, c'est évidemment quelque chose de très positif, mais il faut penser à l'accès à la digitalisation. Il faut en même temps s'assurer que tous les citoyens ont accès à des connexions Internet, des ordinateurs, qu'ils ont la formation nécessaire pour demander un acte de naissance ou un renouvellement de permis de conduire sur une plateforme Internet. Je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas, mais je ne serais pas du tout étonnée qu'il y ait des mesures ou des programmes pour former les gens à utiliser ces plateformes et à améliorer leur accès. Oui, je crois qu'il existe également un plan en ce qui concerne l'accès à cette technologie, puisque par exemple, en appliquant le système de l'assurance médicale en Égypte, on a commencé par un seul gouvernorat qui est Port Saïd, puisqu'on a dit que le plan de l'Égypte à mettre l'assurance médicale un réseau total et avec ce monde de numérique. Là-bas, ça sera plus facile puisque les bâtiments gouvernementaux se trouvent l'un à côté de l'autre et comme ça, un réseau sera plus facile à être fondé. Mais l'Égypte, bien sûr, c'est un grand pays avec plein de gouvernorats, de villes, de villages. Couvrir toute l'Égypte, ça reste un défi. Mais dans la nouvelle capitale, qui d'ailleurs il y a un quartier qui regroupe tous les ministères dans la même zone. Hein. Vrai, et d'ailleurs, ça va ouvrir ces jours-ci, dans le but justement de faciliter la communication et les interactions entre tous ces ministères. Et d'ailleurs, je vais citer, pour revenir sur la question des villes de 4e génération, le quartier ministériel de la nouvelle capitale est composé de 76 bâtiments magnifiques. D'ailleurs, tous ces bâtiments sont équipés en panneaux solaires pour fournir l'électricité. Donc on voit aussi que même là, il y a un pas décisif dans la bonne direction. C'est vrai. Également, cette 6e session du sommet Union européenne-Union africaine va parler d'un défi actuel affronté par le monde entier, mais l'Afrique en souffre vraiment des répercussions. C'est l'accès à la vaccination contre le Covid-19. Bien sûr, l'Égypte a fait des pas concrets sur ce chemin en ayant des protocoles afin d'avoir accès à la réalisation du vaccin qui sera d'ailleurs exporté vers d'autres pays africains, mais quand même, ça ne suffit pas. On a besoin d'être soutenu par le monde occidental pour que l'Afrique puisse avoir accès à cette vaccination nécessaire pour développer l'économie. Un sujet épineux qui a été discuté plusieurs fois au cours des sessions précédentes, mais jusqu'à maintenant, sans trouver une solution véritable ou réelle à ce problème. Que pensez-vous sur l'avancée en ce qui concerne ce sujet? Le problème des vaccins et des médicaments en général, je vais être très franche avec vous, c'est qu'il y a des brevets en jeu et que, évidemment,
l'industrie pharmaceutique n'est pas prête à céder ses brevets pour le développement. L'industrie pharmaceutique est une industrie extrêmement capitalisée et capitaliste qui malheureusement fait de l'argent sur le dos souvent des personnes les plus vulnérables. Donc là, je regarde plutôt du côté de l'OMS pour l'Organisation mondiale de la santé pour faire bouger les lignes et pour forcer un peu, amener l'industrie pharmaceutique à céder sur des domaines essentiels. C'est un sujet extrêmement complexe dans lequel investit beaucoup l'industrie pharmaceutique pour justement protéger leur gagne-pain. Oui, c'est vrai. Si on passe au niveau bilatéral, la visite du président Assisi en Belgique actuellement, c'est une visite historique pour plusieurs raisons. Monsieur le Président a eu aujourd'hui un entretien avec le roi belge et c'est une première depuis des années et des décennies qu'un président égyptien rencontre le roi des Belges, puisque en Belgique c'est un système parlementaire et le roi se trouve un peu à l'écart de la politique, mais cette fois-ci, le roi belge a insisté à accueillir le président Assisi au palais royal. Également, Monsieur le Président a eu un entretien avec le président de l'Union européenne. Mais quand on parle des relations bilatérales entre l'Égypte et la Belgique, c'est une histoire d'amour qui commence avec l'amour de l'égyptologie. D'accord ? Et jusqu'à maintenant, ça continue avec peut-être une coopération économique et commerciale sur plusieurs niveaux. Des grandes sociétés belges sont implantées en Égypte et d'ailleurs au cours de cette visite, Monsieur le Président a eu et aura également des entretiens avec les chefs des grandes entreprises belges. Selon vous, pourquoi la Belgique ou un partenariat avec la Belgique est important pour non seulement l'Égypte mais également de l'autre côté pour le royaume belge? Je pense que si le roi belge a reçu notre président, c'est que peut-être il a l'intention de venir nous rendre visite à notre beau pays. Je le crois. Et que surtout, il doit savoir qu'il y a de très belles infrastructures qui sont en train d'être finalisées. Je pense notamment au grand musée égyptien, au pied des pyramides. Je pense évidemment aussi au musée qui a été inauguré l'année dernière, le musée des civilisations, sans compter l'allée des béliers à Luxor, enfin, en plus de toutes les autres destinations touristiques. Donc je pense que le roi des Belges ici reçoit notre président comme un citoyen lambda qui est heureux de recevoir le représentant d'un pays qu'il doit admirer et peut-être, je pense qu'il va vouloir le visiter bientôt. C'est vrai, et également en ce qui concerne le volet commercial, Monsieur le Président a eu un entretien avec le président de la compagnie de dragage d'Emé et également les responsables du port d'Anvers. D'ailleurs, pour le port d'Anvers, il existe actuellement, et avec d'Emé bien sûr, mais avec le port d'Anvers, il existe plusieurs projets de collaboration en ce qui concerne la gestion des ports en Égypte, puisque la Belgique a une très grande expérience en ce qui concerne ce domaine et le transfert de cette expertise vers l'Égypte va ajouter à l'importance de l'Égypte, comme vous l'avez mentionné, comme hub pour la nouvelle technologie, également pour tout ce qui est industrie maritime. Bien sûr, avec en plus l'importance du canal de Suez qui s'est agrandi, donc évidemment là aussi il y a un domaine de transfert de compétences ou d'échange de compétences. Je pense vraiment qu'aujourd'hui en Égypte on peut parler d'échange de compétences et que on n'est plus seulement en situation de recevoir la technologie, mais on peut aussi contribuer par notre expérience à enrichir la technologie des partenaires internationaux. Et également pour les relations bilatérales, quand on parle de ces relations étroites depuis longtemps,
On se rappelle également d'un côté important concernant l'égyptologie, ce sont les fouilles orchestrées par des missions belges qui viennent visiter l'Égypte et également savoir plus sur sa richesse et sa civilisation. D'ailleurs là, je crois que c'est l'Égypte qui peut beaucoup donner en ce qui concerne ce volet. Absolument. Je ne suis pas très au courant, je ne pourrais pas vous citer précisément l'étendue des recherches actuelles, des recherches archéologiques belges actuelles, mais je suis sûre qu'ils doivent avoir Il existe des à points. Luxor une mission actuelle. Et également en ce qui concerne la construction du grand musée du Caire, il y a eu une collaboration avec des sociétés belges afin de construire le musée. Alors il existe un échange, mais également on veut implanter les sociétés égyptiennes sur le sol belge. Ça serait évidemment une excellente possibilité. Et peut-être que ça va se faire un peu avec le temps. Pourquoi pas? Et vous croyez que la période à venir, avec tous ces éléments ensemble, peuvent contribuer à attirer plus de fonds d'investissement directs européens, occidentaux, vers l'Égypte dans l'avenir proche? Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est évident qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, il n'y a plus assez de travail pour les Européens actuels. Tous les pays européens souffrent de grands taux de chômage, ils ont un vrai problème de main-d'œuvre. Ils ne peuvent plus absorber les jeunes égyptiens, africains qui cherchent du travail en Europe. Et il y a plus de possibilités de travail dans nos pays aujourd'hui. Donc évidemment, les pays européens, l'Union européenne en premier, enfin en termes multilatéraux, mais aussi en termes bilatéraux, investit de plus en plus d'aide internationale pour soutenir la création d'emplois et le développement des richesses en Égypte et en Afrique plus généralement. On le voit, je veux dire, je peux vous citer plusieurs exemples, l'Allemagne, la Suisse, vraiment tous les pays européens, en plus donc de ce que j'ai cité tout à l'heure, l'accord multilatéral européen. Non, c'est évident, ça ne fait aucun doute que les investissements internationaux abondent dans notre sens pour soutenir la création d'emplois. Oui, quand on parle du développement ou d'économie, de commerce au sein du continent africain, on parle toujours de l'Égypte comme le portail vers l'Afrique et également c'est la liaison entre le nord et le sud qui se fait à travers l'Égypte. D'ailleurs, une 6e session du sommet Union européenne-Union africaine est un grand témoin qu'on est sur le bon chemin afin d'arriver à ce développement. Selon vous, quels seront les domaines concrets que nous allons voir sur le terrain après cette session concernant le développement sur le continent africain? Je pense que toutes les questions liées à comme vous le disiez tout à l'heure, la digitalisation de l'économie, la transition énergétique, c'est-à-dire vers les énergies propres et renouvelables, le soutien aux petites et moyennes entreprises qui sont créatrices d'emplois, l'autonomisation des femmes, voilà, je pense que ce sont les priorités que je vois. Et la vision de l'Union européenne aujourd'hui pour l'Afrique, pour l'Égypte, pour l'Égypte, oui, c'est clair que c'est un partenariat stratégique important. Mais pour l'Afrique en général, selon vous, est-ce que l'Union européenne voit l'Afrique uniquement comme source de richesse, d'éléments de premier plan, également de main-d'œuvre, mais que l'Union européenne voit l'Afrique comme partenaire, parce qu'un partenariat équitable, c'est ce que l'Afrique cherche actuellement pour son développement. Selon vous, quelle est la vision actuelle de l'Occident envers l'Afrique? Je crois que l'Europe commence à comprendre que effectivement l'ère de la France-Afrique, l'ère où l'Afrique était en position subordonnée
à l'Europe et où l'Europe venait piller les ressources africaines pour ses propres intérêts, cette vision-là n'est plus possible, hein, même si évidemment il y a toujours des intérêts économiques en place, hein, mais il est clair qu'il faut mettre en place des partenariats, comme vous disiez, des partenariats équitables, hein, c'est-à-dire où il y a un vrai échange, hein, de part et d'autre, hein, et où il n'y a pas une partie qui est subordonnée à l'autre et qui pâtit en fait de la relation sans en tirer profit. Oui, également les questions de stabilité et de sécurité sont essentielles afin d'arriver à cet objectif ultime de développement durable. Selon vous, comment cette sixième session peut-elle vraiment venir en soutien de ces éléments de lutte contre le terrorisme, de stabilité et également de lutte contre l'immigration clandestine afin de créer un endroit qui attire ça veut dire que transférer l'Afrique non seulement en terre d'exode mais pour attirer les jeunes à rester et à travailler. Le travail, c'est créer les opportunités de travail. Et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment, il y a plus d'opportunités de travail ici en Égypte qu'il n'y en a en Europe. Ça commence par la formation, n'est-ce pas? Ça commence par la création de centres de formation qui adaptent ces jeunes aux besoins du marché du travail. Il faut que le marché aussi, la population égyptienne est très bien formée. Oui. Hein. Elle peut acquérir plus de compétences en termes techniques, hein, de spécialisation dans les technologies avancées, etc. Mais les taux d'alphabétisation sont très importants. Les taux académiques, quoi. Les étudiants qui ont des diplômes universitaires sont très importants. On peut revoir peut-être les cursus pour les moderniser un petit peu. On peut peut-être chercher à former ces étudiants de manière plus adaptée au marché du travail, mais il faut surtout leur offrir des opportunités de travail à des conditions intéressantes. Hein. C'est-à-dire il faut créer les emplois, mais il faut aussi rémunérer ces emplois. Donc on a vu récemment l'introduction d'un salaire minimum, c'est un pas dans cette direction. C'est un salaire qui est encore très bas, mais qui montre aux personnes qui cherchent du travail qu'ils vont pouvoir gagner leur vie à travers ce travail ici. Donc tout ça va dans le sens de encourager les jeunes à rester ici. Et ça fait un petit moment que c'est le cas, mais maintenant c'est flagrant. Il y a beaucoup plus d'opportunités de travail ici en Égypte qu'il n'y en a en Europe. Oui, et également la réforme du système éducatif en introduisant, comme vous l'avez mentionné, de nouveaux cursus et des doubles diplômes avec les grandes universités internationales. Ça peut également attirer les jeunes à rester et à étudier ici au lieu, parce que dans la dernière décennie, on a vu pas mal d'Égyptiens, d'Africains qui voyagent afin d'étudier à l'étranger. Mais maintenant, si on a les mêmes cursus occidentaux ici en Égypte, en Afrique, ça va attirer les jeunes à rester, à continuer les études et à commencer leur premier pas de carrière dans leur pays natal. Ça va même attirer des étudiants de l'étranger, et là je pense aux étudiants africains, mais aussi aux étudiants européens qui vont pouvoir obtenir en Égypte les diplômes de leur propre pays, de leurs propres universités, mais dans un contexte qui enrichit leur CV. Vous voyez, c'est-à-dire que pour eux aussi, ça devient intéressant de venir étudier en Égypte parce qu'ils vont apprendre une langue qu'ils n'apprendront pas aussi bien dans leur propre pays. Ils vont constater un environnement qui est extrêmement dynamique en termes démographiques, en termes économiques, etc. Et ça les rendra plus intéressants, plus attractifs sur le marché du travail, eux également. Et selon vous, également avec la COP27 qui sera accueillie en Égypte, on a parlé de l'infrastructure, on a parlé de transfert de la technologie, mais comment l'Afrique, parce que pour l'Égypte, oui, il y aura bien sûr des gains, mais comment l'Afrique, à travers l'Égypte, va gagner
avec l'accueil de l'Égypte de cette COP27 ici. Mais c'est une des raisons principales pour laquelle la COP27 va se dérouler en Égypte, c'est que l'Égypte représente l'Afrique, en fait. Il y a un accord entre l'Égypte et l'Union africaine pour que l'Égypte représente l'Afrique. Et cette COP27 est la COP qui va matérialiser la voix africaine. Donc évidemment que l'Afrique, c'est la COP de l'Afrique, en fait. Oui, c'est vrai. Et pour terminer notre édition, je voudrais retourner encore une fois au volet politique. On a parlé que sur le plan bilatéral, des échanges de points de vue ont eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et les responsables belges, également à travers le sommet Union européenne-Union africaine. Il y aura des échanges concernant ce volet politique et également économique. Les dossiers les plus importants selon vous, point de vue politique, qui seront discutés au cours de ce sommet, seront les dossiers concernant quel sujet? Le développement durable, la transition énergétique, le réchauffement climatique. Oui, sur le plan politique. Ce sont des sujets hautement politiques. Ce sont des sujets plutôt développement économique. Mais sur le plan politique, ça veut dire que est-ce qu'il y aura des discussions concernant le dossier libyen, par exemple, la stabilité dans la région? Très certainement, très certainement. Ils vont très certainement discuter du sujet libyen, très certainement aussi de la situation en Ukraine. Ce sont des sujets qui sont... Oui, si je cite le dossier libyen, c'est parce que l'Égypte également sur ce dossier joue un rôle principal, primordial concernant les négociations, concernant la réconciliation entre les factions libyennes. Et c'est pourquoi ça sera une occasion de parler de ce dossier et également de comprendre le point de vue de l'Égypte et de son rôle. Certainement, sans aucun doute. Et en ce qui concerne ce dossier, le dossier libyen, comme on a dit, l'Égypte joue un rôle très important. Et puisqu'on a parlé développement, on a parlé politique, on parle également de ce dossier important pour la stabilité dans la région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez, avait déclaré que l'Égypte suivait de près l'évolution de la situation en Libye et il a ajouté que l'Égypte estimait qu'un règlement de la crise libyenne serait seulement aux mains des Libyens sans ingérence extérieure. Plus de détails concernant le rôle important de l'Égypte en ce qui concerne la réconciliation entre les factions libyennes à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghreb. L'Égypte suivait de près l'évolution de la situation en Libye. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez. Il a dit dans un communiqué de presse que l'Égypte estimait qu'un règlement de la crise libyenne serait seulement aux mains des Libyens sans ingérence ni diktat extérieur. M. Hafez a salué le rôle des institutions libyennes et leur prise en charge de leurs responsabilités, y compris les mesures prises par la Chambre des représentants en consultation avec le Conseil d'État, conformément à l'accord de Skirat, prenant en compte que la Chambre des représentants libyenne est l'organe législatif élu chargé de promulguer des lois, de légitimité le pouvoir exécutif et d'exercer sur lui son rôle de contrôle. Le porte-parole a expliqué que l'Égypte continuait de communiquer avec toutes les parties libyennes dans le but de rapprocher leurs points de vue, d'assurer la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, de répondre aux aspirations du peuple libyen, de soutenir les efforts de réconciliation nationale entre les frères libyens et d'unifier les institutions libyennes. Il a dit que l'Égypte poursuit ses efforts dans le cadre de sa coprésidence du groupe de travail économique libyen, de manière qui réalise l'intérêt du peuple libyen à préserver ses richesses. Le porte-parole a ajouté que l'Égypte continue également de soutenir les efforts du comité militaire conjoint 5+5, visant à mettre en œuvre les résultats du sommet de Paris, le processus de Berlin et les résolutions du Conseil de sécurité concernant la sortie de toutes les forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires de Libye sans exception et dans un délai précis. Il a exprimé la confiance de l'Égypte dans la capacité du nouveau gouvernement libyen
à atteindre ses objectifs d'une manière qui préserve l'unité et la souveraineté de la Libye sur son territoire et assure sa sécurité, en plus de contrôler la situation intérieure, de préparer l'atmosphère pour la tenue d'élections et de mettre en œuvre toutes les exigences de la feuille de route approuvée par les frères libyens. Nous arrivons ainsi au terme de notre édition aujourd'hui de Direct. Notre édition était axée sur la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Bruxelles afin de participer au sommet Union européenne, Union africaine. Et en marge de cette visite, Monsieur le Président a eu des entretiens avec le roi des Belges, avec les responsables belges et des hommes d'affaires. Je tiens à remercier notre invité pour aujourd'hui, Dr Yasmine Abdelaziz, spécialiste en développement durable. Merci bien d'être parmi nous. Merci à vous, c'est un plaisir. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur l'Intérêt international.